Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec monsieur, attention ça ne rigole pas, avec le Capitaine Crochet. Boum! Ouais. Ah, dis donc. Tu prends à froid, toi, tu commences direct. Ah mais oui, mais je prends toujours comme ça, voilà, comme ça démarre directement. Donc on va parler bien évidemment boxe anglaise avec monsieur l'expert, reconnu sur plusieurs continents, attention. Sa notoriété traverse l'Atlantique, attention mesdames et messieurs. Donc on va surtout parler de la catégorie heavyweight quand même, où ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup parce que cette année, il y a eu, on va dire, un renouveau. Moi, j'ai l'impression de ma fenêtre, attention, de Casval. Non, ne te flagelle pas. Ne te Non, flagelle. j'ai cette impression quand même que là, ça se tire un petit peu la bourre entre plusieurs noms et tu n'as plus ce côté Anthony Joshua puis le reste du monde. On a l'impression que, mine de rien, Fury Wilder, ils ont montré qu'on pouvait exister hors Anthony Joshua et surtout, ce qui était quand même intéressant, c'est qu'ils n'en ont pas spécialement parlé dans leur rivalité, tu vois. C'est aujourd'hui, c'est Joshua, il existe, mais on le laisse dans son coin faire ses trucs au Royaume-Uni. Ouais, les choses, ce qui est intéressant, c'est de voir sur la longueur, de voir sur les années qui se sont écoulées. Et comme quoi les rapports de force ont complètement changé. Ont complètement changé parce que si tu prends ma DeLorean et on repart 4 ans en arrière, Voilà. le taulier, c'était Joshua, c'était la figure cristallisante et centrale avec, on va dire, des satellites autour, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, les événements ont changé et la catégorie s'est vraiment réajustée, s'est resserrée, et avec le retour aussi de Fury. On n'en sait plus sur Wilder maintenant. Et ouais, effectivement, on est dans un moment, et c'est toujours très appréciable, de la catégorie reine qui est complètement ouverte, en fait. Qui est complètement ouverte et on n'avait pas vécu ça depuis finalement très 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 longtemps. Donc on est dans ce moment-là. Qui va véritablement prendre les rênes? Alors en ce moment, on est tous plutôt enclins à mettre notre petite pièce sur Tyson Fury, Ouais. avec cette démonstration qu'il a fait dernièrement, c'est bien normal. Mais si on gratte un peu, je pense que les choses, et tu le penses aussi, sont bien plus compliquées que ça. Ouais, et est-ce que tu penses justement qu'on pourrait avoir dans cette catégorie heavyweight un espèce de long règne ou quelque chose après l'ère Joshua, on va dire, justement un autre boxeur ou même Joshua qui va justement reprendre la couronne et que ce sera lui le visage de cette catégorie ou au contraire, tu vois, on va avoir quelque chose où tu vas avoir 2-3 mecs qui vont se tirer la bourre et pareil, là aussi, il y a cette inquiétude justement qu'il y ait un éparpillement des ceintures, pas parce que les mecs, bien évidemment, les perdent lors d'un combat, mais que WBO se disent bah tiens on va avoir notre champion et tout ça. Est-ce qu'on va finir par avoir un Tom Brady des poids lourds? Voilà. Tu vois tu vois là, je ne le pense pas. Je pense pas qu'on est dans un début de période de long règne. Mhm. Tu vois, comme on a connu avec Tyson, on n'a pas connu, mais comme on a étudié avec Mohamed Ali, je pense pas qu'on est sur du long règne. Mhm. Pourquoi? D'une part, parce que Tyson Fury le dit lui-même, il lui reste, c'est ce qu'il dit. Hein. Est-ce que voilà, Après, est-ce que tu y crois à c'est ce ça, qu'il dit. Tyson Fury qui dit ça? Il lui resterait 3 combats dans les jambes, comme on dit, dans le ventre. Moi, j'y crois relativement. Hein, tu sais, la boxe est quand même est remplie d'histoires de mecs qui continuent malgré tout. Ouais. Donc bon, mais s'il y en a un qui est bien enclin à rester sur sa ligne, c'est peut-être lui. Donc déjà pour la longue, déjà je crois qu'entre cette génération-là, alors Wilder, on se répète, Wilder, Fury, Joshua, finalement il y aura qu'une trilogie, Mhm. tu vois. Et je pense qu'il y a d'autres trilogies qui vont manquer, même s'ils finissent par s'affronter, le Fury Joshua. Je pense pas qu'on ira vers une trilogie, tu vois. Donc, au regard de l'histoire, est-ce que ça sera une génération qui fait le tampon entre une prochaine qui va être encore plus exceptionnelle? Peut-être, Mhm. peut-être. Et en tout cas, pour Joshua, même si il a récupéré ses ceintures, quoi qu'il en soit, même s'il redevient
non pas lui-même, mais même s'il reprend en confiance et qu'il redevient Joshua qu'on a vu dans certains combats, Ouais. notamment en 2015, moi je crois qu'il y a un blueprint qui a été fait. Ah, Même, tu penses là? Ouais. même si ça a été une soirée sans, je suis bien d'accord que le 1er juin 2019, ça a été une soirée sans pour lui, mais il y a quand même malgré tout un blueprint. Et que à partir de là, chaque adversaire qui ira se faire Joshua ira avec quand même beaucoup plus de conviction que par le passé. Ouais, Voilà. complètement. Après, bon, Joshua est né en 89, Tyson Fury né en 88, donc on peut clairement, ils sont très Les loin petits de la jeunes. fin. Exactement. C'est somme toute des petits jeunes, de surcroît en heavyweight, où c'est vrai que là, les gars, on peut aller, on peut combattre encore et encore. Ils n'ont pas pris de tant de dommages que ça. Donc potentiellement, c'est vrai que puis même les jeunes qui arrivent, ils pourraient être bloqués par ces mecs-là qui aujourd'hui sont allez, des jeunes trentenaires. Donc potentiellement, sur le papier, en tout cas, on pourrait se dire qu'il y a matière à ce qu'il y ait un loin. D'un côté, Anthony Joshua, là, business activé en plus avec Eddie Hearn qui m'a mis ça d'une main de maître. Il n'y a aucune raison qu'il arrête avant clairement les 10 prochaines années. Et Tyson Fury, s'il venait à être un petit peu plus cadré, prendre goût aussi au juteux contrat ESPN Top Rank, il pourrait lui aussi rester assez longtemps. Donc c'est vrai que là, mine de rien, on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose qui... Enfin, j'ai pas le sentiment encore, c'est surtout ça, moi, pour cette catégorie heavyweight, tu vois, on a beau lui dire, ok, ça y est, Tyson Fury, c'est le premier à avoir remporté, tu vois, toutes les ceintures, tous les titres et tout ça. Et Joshua, tu vois, qui est redevenu champion immédiatement après sa défaite. J'ai toujours pas ce sentiment un peu historique chez ces deux boxeurs et me dire, ok, ça va rester. Et dans 15-20 ans, on en parlera toujours pour dire, ah, il s'est passé ça. Est-ce que toi, tu ressens et tu te dis, quelque part, on est quand même en train de vivre une période charnière pour la boxe anglaise et pour la catégorie poids lourd? Pour la boxe anglaise, oui. Pour la boxe anglaise, et de toute façon, quand tu dis la boxe anglaise, quelque part, tu dis la boxe mondiale. Hein. C'est quand même. C'est ce marché, ce public est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. De tenir la dragée haute aux Américains et pourrait pratiquement maintenant s'imposer, c'est quand même exceptionnel. Moi, je pense quand même qu'ils ont une haute conscience de la possible legacy qu'ils peuvent laisser. Hein. Ils ont haute conscience de ça et ils ont une haute conscience qu'il va falloir quand même, tu sais, qu'elle soit coulée dans le marbre. Ouais. Donc, il va falloir qu'ils s'affrontent. Ils le savent bien. Ils le savent bien. Maintenant, on est tous tournés, les Anglais sont tous tournés vers un Fury Joshua. Voilà. Même si la trilogie avec Wilder va se faire, on est déjà dans le coup d'après pour Fury Joshua. La preuve que ça sera un événement mondial. Ça, indéniablement. Et à partir de là, ce combat si le combat est à la hauteur, là je crois que ils ont tous les atouts pour dire faut parler de nous au même titre que d'autres. Tu vois, là je pense que oui. Et Tyson Fury, je pense qu'il a extrêmement conscience de ça et que il a dans la petite idée, l'idéal pour lui, c'est de finir sa carrière en battant Joshua. Ouais, tu vois, ça serait ça. On voit bien qu'il le fait sentir que c'est ça qu'il recherche. Donc, ce combat va arriver. Après, il faut pas qu'il arrive trop tard. Il faut pas qu'il arrive trop tard parce qu'ils peuvent, ils sont capables. Tu dis, ils sont encore jeunes, donc ils sont capables de nous faire une Mayweather-Pacquiao. Hein, c'est ça. Et c'est ce que je regrette un petit peu. J'avais l'espoir, tu vois, qu'avec cette défaite d'Anthony Joshua face à Andy Ruiz, tu as un peu plus un sentiment, entre guillemets, d'urgence chez Joshua et de se dire, ok, maintenant, certes, les ceintures ne font pas tout, il faut absolument, coûte que coûte, que je puisse me frotter au meilleur parce que finalement, tu peux même perdre contre un mec qui arrive en short notice. Et quelque part aussi, je me disais peut-être que Tyson Fury et Deontay Wilder allaient aussi se dire de leur côté, c'est vrai, on n'a pas... tout peut arriver, surtout chez les poids lourds. Et finalement, là, on voit qu'on est encore reparti vers des défenses obligatoires face à Pulev, face à Usyk qui reste d'être beaucoup plus intéressant que Pulev parce que Pulev clairement ne devrait pas faire long feu face à Joshua. Mais là, on va avoir la trilogie contre Fury Wilder qui est hyper intéressant. Mais après, voilà, on sait qu'il y aura un espèce de combat entre deux d'attente avant il y ait le super fight. On espère, on croise les doigts. Et ça, là aussi, moi, je trouve que c'est dommage que les mecs n'apprennent pas et qu'on reste toujours dans ce même schéma de la boxe où, contrairement au MMA et bien évidemment à l'UFC, on peut à l'UFC avoir des mecs qui, par exemple l'exemple de Conor McGregor,
qui, quand il fait son run fou, là, avant qu'il revienne, bien évidemment, chaque sortie de Conor McGregor, c'est pour l'histoire. Et chaque combat, il bat des records pay-per-view parce qu'il affronte une superstar, parce qu'il affronte un mec que tout le monde a envie de voir. Ouais, mais ça, c'est l'éternelle de discussion qu'on a, Eh oui, Guillaume, c'est que le UFC fait sa politique. C'est une organisation qui maîtrise tout, qui maîtrise la promotion, etc. Après, je veux dire, il laisse Voilà. le choix aux combattants quand même. Dans le sens où, Ouais. tu sais, tu peux être à l'UFC et avoir Oui, mais rangé à la Georges ouais. Saint-Pierre. Mais si le Même si t'aimes Bellator le était si le Bellator était aussi gros ou était un concurrent solide de l'UFC, tu aurais une approche du sport et de la promotion du sport complètement différente. Complètement différente parce que tu devrais faire avec, même si tu refuserais de faire des contrats, ils existent vraiment. Là, ils n'existent même pas. Ils n'existent même pas dans l'univers. Même tu sais, dans le, comment dire, l'inconscient collectif, ils n'existent même pas. Donc, l'UFC fait ce qu'il veut, il impose son timing à ses athlètes, parce que pour l'UFC, il faut toujours être à l'avant. Il y a une hype constante à tenir. En boxe, c'est complètement différent. Après, En boxe, c'est complètement différent à cause de promotions qui sont plutôt comparables ou qui se tiennent différemment. C'est pour ça qu'on met la pédale douce souvent sur des combats, qu'on a vécu ça, à notre détriment. C'est à notre détriment. Et d'ailleurs, je critique pas l'UFC, c'est bien. En tant que fan, il livre la marchandise dès qu'on veut. La boxe, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus frustrant. Mais moi, comment dire, faut bien comprendre que la machine Joshua, le système Joshua, mais c'est un truc énormissime. C'est un truc énormissime. Et que cette poule aux œufs d'or, tu ne vas pas la mettre en danger à chaque combat. Il y a trop à perdre. Et tu vois que le système, quand je te dis le système, c'est les médias, c'est certains écrivains, certains journalistes, c'est les diffuseurs, bien sûr. Ils s'arrangent pour que certains de ces combats, le dernier notamment, soient vus comme une renaissance ou une performance incroyable. Tu vois? Alors, c'est quand même une performance. Quand même. C'est quand même une performance, mais une performance beaucoup plus calculée, beaucoup plus en sécurité. Non, il n'y a pas eu de panache. Il n'y a clairement pas eu de panache. Voilà. Et le panache, de toute façon, je pense que le panache a été pris en otage dans cette catégorie par Tyson Fury. Tu vois? Cette citation magnifique. C'est cadeau. Je vous la laisse, c'est cadeau. Je ne fais pas de trademark. Voilà. Donc voilà. Et tu vois, c'est extrêmement intéressant, mais je pense que pour Joshua, si il y en a un qui va faire patienter, je pense que c'est Joshua. Ouais, complètement. Et ce qu'il fait depuis déjà un certain temps. Est-ce que tu penses qu'à un moment, il pourrait avoir Joshua ou même Fury, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer, on va dire, au niveau des politiques, qui s'affranchissent de ce besoin d'avoir un titre et qui disent, OK, même si la WBC ordonne, tu vois, un combat contre, par exemple, contre Dillian White, ils fassent non, là j'ai l'opportunité d'avoir Joshua, gardez votre ceinture WBC et moi je me barre avec mon... Non mais bon. Non mais tu parles à qui là? Tu veux me parler de la WBC à moi? Mais non mais je sais bien. Tu veux parler de la WBC à moi? Ça. Non, mais tu vois, par exemple, Joshua, ils lui disent bon, tu dois affronter Usyk pour la WBO, mais à cette opportunité d'avoir Fury. Est-ce que tu penses qu'ils prendront ce risque-là? Parce que c'est quand même pas assez rare, mais quand là, le problème aussi, on se retrouve dans une situation où tu as l'opportunité pour un mec d'avoir absolument toutes les ceintures. Et je pense qu'ils n'ont pas des masses envie que tu aies un autre mec qui pop-up comme ça avec un titre. Ouais. Ouais, alors, bon, les titres, on sait très bien que c'est toujours, encore une fois, c'est un rapport de force. Quand tu es le moneymaker, complètement. Les titres font allégeance et font tout pour toi. Ouais. Hein. La WBC, Dillian White, il
il est mandatory pour la prochaine For année. life. For For life. life, tu vois, Deontay Wilder, il le croisera jamais, hein, tu vois. Enfin, il l'a pas croisé, il le croisera jamais. Et donc pour Joshua, ben, c'est la même chose. Mais après, moi c'est ce que je souhaiterais, qu'il se libère de ces ceintures à la con, tu vois, qui sont devenues des ceintures à la con depuis une vingtaine d'années, hein, j'en ai assez parlé, qui se libèrent de tout ça. Mais oui, de toute façon, encore une fois, leurs noms valent plus que leur ceinture. Donc voilà, on s'en bat des ceintures. Voilà, mais c'est toujours c'est toujours un argument de vente. Tu vois, c'est tiens, on a nos ceintures, c'est un argument de vente. Et celui qui va dire non, mais je respecte vraiment les ceintures, tu vas voir que celui qui va le dire le plus, ça sera Joshua. Même si Tyson Fury est très content d'avoir la WBC et qu'il va être protégé par la WBC aussi, et, tu vas voir, mais oui, il se dédouanait de ceintures, mais plus que se dédouaner de ceintures, il faudrait se dédouaner quelque part des contrats avec les diffuseurs et de leurs promoteurs. Oui, eh oui. Et donc là, on a niveau calendrier. Bon, en octobre, Fury Wilder. Joshua devait combattre cet été, enfin doit combattre normalement cet été, ça devrait vraisemblablement être repoussé au Tottenham Stadium contre Pulev. Là aussi, ça va être, voilà, ça va arriver sûrement à l'automne aussi. Le combat Fury Wilder numéro 3 quand même. Est-ce que tu penses, que ça va intéresser les gens après ce qui s'est passé lors du deuxième combat, et deux, est-ce qu'on pourrait avoir un Wilder qui va aussi réussir à se réinventer comme l'a fait Fury avant la revanche? Parce que c'est là, c'est la question de toute façon. Non, c'est une très bonne question. Et puis tu sais, je ne sais pas si tu connais cette émission extraordinaire sur YouTube, la Libre Antenne Box, sur une page qui s'appelle Les Chroniques du Capitaine Crochet. Parce que dernièrement, justement, on a parlé de l'optique de Wilder maintenant pour ce combat et de ce qu'il a à faire pour avoir une chance non, même pas de gagner, mais de faire quelque chose, de faire meilleure figure. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve, ce qui est paradoxal et intéressant, c'est que le deuxième combat, tout le questionnement, toute l'interrogation, tout était du côté de Tyson Fury. Tyson Fury a parlé, dit est-ce qu'il va vraiment tenir ses propos? Est-ce que c'est de la bullshit? Est-ce que c'est simplement un mind game et tout ça? Encore une fois, tout était de son côté. Wilder, on connaît sa boxe, on connaît les avantages, les défauts, on savait Wilder ce qu'il allait faire. Et Fury a montré encore un nouvel aspect de sa boxe. Il est capable. Et là encore, Fury, tu vois, il est vraiment. Pourquoi il a l'avantage, c'est que pour cette catégorie des heavyweights, qui est une catégorie si particulière par rapport aux autres, puisque la physicality a son importance, lui, il remet beaucoup de techniques dans une catégorie où parfois tu peux être un nom sans avoir une technique, sans avoir les skills et les fondamentaux au top. C'est l'apanage des heavyweights parfois. Et lui, ayant ça vraiment pile poil, il y a toujours un avantage certain. Et à se dire parfois que même à cause de ses skills, il joue parfois la décision, etc. Voilà. Là, il a fait Kronk Steel, il a fait des changements et ces changements étaient des signaux forts. C'est ce que je disais avant le combat. Le fait d'avoir Andy Lee et Sugar Hill dans son coin, c'était des signaux très forts et il les a pas pris pour rien. Voilà. Maintenant, on est dans la perspective que pour ce troisième combat, l'intérêt qu'on a pour ce troisième combat, et je pense l'intérêt, ça sera un intérêt plus de fan hardcore. Parce que il s'est tellement pris une rouste que l'intérêt, tu sais, il y a eu tellement un décalage de niveau que je pense que l'intérêt pour le grand public va être moindre. Mais pour les fans hardcore, l'intérêt est toujours là, bien sûr, on est des addicts de la boxe. L'intérêt est tout de suite sur Wilder. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Quels sont les ajustements? Alors on sait que Wilder ne peut pas faire des ajustements énormes, mais il a un petit peu il peut faire des petits paramètres qu'il peut essayer de changer. Si encore il faut, a-t-il compris qu'il faut le changer? Et penses-tu à ça? Parce que c'est vrai que c'est la chose qui a frappé aussi un petit peu tout le monde. C'est depuis la défaite, on a cette impression d'aucune remise en question chez Deontay Wilder. Et c'est assez choquant parce que la plupart des champions, quand même, ok,
sur le moment, tu vois, dans la post-fight interview, c'est vrai que c'est assez compliqué, hein. Tu viens de te faire envoyer au tapis, tu perds pour la première fois de ta carrière. Effectivement, c'est un peu compliqué de dire, bon, bah, même s'il a dit ce soir, le meilleur mec le meilleur boxeur a gagné, ceci, cela. Mais ensuite, il y a eu à aucun moment où il a dit, bah, effectivement, il y a eu ça qui a été fait. Et c'est ce qui inquiète un petit peu, c'est que jusqu'à maintenant, moi en tout cas, peut-être que monsieur a quelques infos là-dessus, j'ai pas de piste qui me permettent d'être assez optimiste de son côté pour la trilogie. Bah, tu as raison, parce que c'est surtout le drama qui a suivi cette défaite, qui a été symboliquement fort et que tu peux analyser. Voilà, je pense que le mec a craqué psychologiquement, mais c'est bien normal. C'est bien normal. Tu es chez les poids lourds, tu te prends une défaite comme ça marque, et bon, tu peux craquer psychologiquement. Donc, il en a voulu terriblement à son coin. Il vire sous les conseils de son manager qui s'appelle Shirley Finkel, il vire Marc Breland. Marc Breland qui était dans son coin depuis des années pour essayer de le faire évoluer, tu vois. Et qu'il a ramené, hein, je crois, depuis. Hein. Je crois Mais voilà. Mais avec les jours qui ont suivi, un bad buzz énorme c'est porté sur Wilder. Attends, tu vires Marc Breland. Et c'était vraiment ne pas connaître qui est Marc Breland. Tu vois, pour ceux qui ne connaîtraient pas Marc Breland, médaillé olympique, grand boxeur professionnel, enfin, c'est pas n'importe qui. Voilà. Et il était dans son coin pour essayer de le faire voler. Ça n'a jamais. Mais par contre, il faut bien reconnaître. Donc, ils l'ont dit non, on l'a jamais viré. En gros, ils l'ont repris, tu vois, pour dire de faire bien. Mais force est de constater que Marc Breland, aussi bon soit-il, mais je ne sais pas si il arrive à faire passer son message. La conclusion, c'est qu'il n'a jamais réussi à faire passer son message. Il n'a jamais réussi à faire évoluer Wilder. Wilder est aussi bon que quand il prend son titre en 2015, qui n'était pas un mauvais combat d'ailleurs, où il était voilà. Et il n'y a eu aucune évolution. Donc Wilder, il est entouré, on va le dire, il est entouré de yes man. Et Wilder ne s'est entraîné certainement que de la même façon pour effectuer la même chose. Alors tu me diras, ça marchait très bien. Tant mieux pour lui. Mais il y avait quand même des signaux. Tu vois, au bout d'un moment, heureusement qu'il a l'ouverture contre Ortiz. Complètement. Parce que sinon, ça allait mal. Hein. Mais bref, il est ce qu'il est. Mais là, Tyson Fury lui impose de devoir se regarder dans le miroir et lui impose de faire des ajustements. Et c'est ce que je disais dans ma libre antenne box, s'il y a un mec à prendre, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, alors là, il y a un peu de chance, parce que comme c'est reporté, il a un peu plus de temps. Mais tu vas pas, je veux dire, tu vas pas le transformer en Pernell Whitaker, hein, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il doit s'ouvrir à des très bons entraîneurs qui peuvent lui apporter 2-3 trucs. Et il y en a un pour moi que je vise, s'il fait ce geste-là, à mon avis, c'est très positif, c'est Joe Gossen. Joe Gossen, pour moi, est parfait. Il a l'habitude aussi de travailler en short notice, sur un combat, 2 combats. Amir Khan, quand Virgil Hunter était malade et qu'il ne pouvait plus entraîner, il s'est tourné vers Joe Gossen. Et Joe Gossen lui a quand même remis à niveau, ce qui était pas rien. C'est un exemple. Et maintenant, il doit faire quelque chose. Et il doit surtout s'imposer un travail que je pense qu'il n'aime pas. Ouais. Il doit s'imposer un travail. Et là, il aura peut-être une petite chance d'apporter quelque chose de plus. Parce que Fury, il l'a prouvé. Et c'est ça la force de Fury chez les poids lourds. C'est la vraie force de Fury chez les poids lourds, c'est que Fury peut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Et il y en a très peu des poids lourds qui peuvent véritablement monter sur le ring avec des plans différents. Très peu, puisque, comme je vous le dis, c'est une catégorie très particulière et parfois, en termes de skills, on n'est pas chez les super Walter, on n'est pas chez les légers. Tu vois. Donc voilà, c'est ce que je pense. Et le fait qu'on n'ait toujours rien entendu de la part du camp Wilder, ou même dans les médias depuis maintenant, ça fait 1 mois, 1 semaine grosso modo que le combat est passé, est-ce que pour toi c'est une indication que Wilder va rien changer du tout, ou alors va essayer de changer mais toujours avec sa même équipe? Je pense qu'il en a marre de se faire complètement détruire sur un autre combat avec Tyson Fury. C'est le combat c'est le
dans le duel de la narration d'un combat et du mind game, il se fait bouffer à chaque fois par Tyson Fury. Le premier combat, il s'est complètement fait bouffer. On a vu le combat que par la perspective de Tyson Fury. C'est encore ça la grande intelligence de Tyson Fury, c'est d'avoir complètement vampirisé les médias avec son histoire, qui est une histoire belle, qui est une histoire inspirante. Sortir de la dépression, sortir des tentatives de suicide, etc. C'était inspirant. Et il a réussi à capter le public, le grand public avec ça. Et le premier combat, on l'a vu que de ce point de vue-là. Wilder, il était inexistant en termes, tu sais, de paroles médiatiques. Ouais, non, complètement. Le deuxième, il lui refait le coup en disant je vais changer. Et tout le monde se dit putain, il va changer ou pas. Et on était tous comme ça, tu vois. Tout le monde, on a fait est-ce qu'il va le faire ou pas. Voilà. On a vu encore que de sa perspective. Et là, je crois que Wilder, il fait ok, j'ai rien à faire pour l'instant. Et je crois que quand notre vie reviendra à la normale, il faut le souhaiter, et que le business box reprendra, je pense qu'il va faire la grosse annonce. Il va faire la grosse annonce. Mais il y a peu de temps quand même, parce que là... il a peu de temps. Et encore, il ne pourra pas beaucoup changer. Hein. Il ne pourra pas beaucoup changer. Voilà. Mais bon, tu sais, parfois, c'est au détail près, ça peut faire la différence. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir donc un espèce de renouveau de Deontay Wilder? Parce que c'est vrai que, par exemple, tu vois, par rapport au premier combat, quand le deuxième a commencé, je me suis dit, tiens, il y a un espèce de travail au corps, mais tu vois, c'était un travail au corps. Enfin, tu voyais qu'il n'y avait pas spécialement la volonté de son côté, c'était juste dire, bon, bah, ok, je vais un petit peu varier. Mais est-ce que tu penses que cette défaite-là, qui a quand même été extrêmement brutale, surtout pour un mec, on va dire, qui est connu pour sa puissance, bah là, il s'est fait dominer physiquement par. C'est peut-être, je pense, tu vois, là, pour lui, ça a dû être très dur, un peu comme Francis Ngannou en MMA quand il a perdu contre Miocic, tu vois. T'es la terreur, et pour la première fois de ta vie, quasiment, t'as un mec qui te fait ce que tu fais à tout le monde. Et est-ce que tu penses que c'est pas la meilleure chose, quelque part, qui pouvait lui arriver, ou dans le sens là, maintenant, il va être obligé de se dire, bah, il faut que j'arrive à faire autre chose, et surtout, que maintenant, quand je vais faire autre chose, plutôt que les espèces de, tu vois, de frappes au corps comme ça, sans aucune conviction, bah, il faut que je m'y mette vraiment, par exemple, que je boxe en reculant, parce que là, maintenant, je sais que je peux plus juste former une espèce de shell parce que ça va pas suffire. Enfin, en gros, qu'ils s'y mettent vraiment et qu'ils se disent, bah, il faut que j'arrive à faire autre chose parce que là, sinon, je suis mort quoi qu'il arrive. Ouais, bah, franchement, j'aimerais pas être à la place de Wilder. Franchement, j'aimerais pas être à la place de Wilder parce que pour moi, je le souhaite pas. Mais selon moi, il est dans une équation impossible. Il est dans une équation impossible. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il est dans cette catégorie, qui est une catégorie en fait bien plus bâtarde qu'on ne le pense, parce qu'on n'est plus dans des heavyweights, on est dans des super heavyweights. C'est exactement, monsieur. Oh là là, c'est tout ce que je voulais entendre. Donc, Wilder, qui a beau être grand, hein, qui est vraiment très longiligne, est justement longiligne. Il a un physique, il est assez sec pour un poids lourd. Tu sais, il tourne autour de 100, 102 kilos, etc. Et là, c'est là que tu vois sur le deuxième combat que le mind game a été énorme de la part de Tyson Fury. Parce qu'ils ont presque imposé à Wilder de s'épaissir. Ouais. Il a quand même eu, et il était dans l'un de ses poids les plus hauts en carrière. Et on a bien vu que c'était une charge à porter qui était difficile aussi pour lui. Ça a contribué à sa défaite. Donc, ce qu'on peut dire à la vue de cette défaite, il faut qu'il revienne plutôt à un poids le plus léger possible, parce qu'il est juste mieux. Il bouge mieux, et il bouge mieux. Mais le problème, c'est que en faisant ça, et en étant chez les poids lourds, il est dans une équation impossible. Parce que maintenant, on est chez des super heavyweights. Et les mecs lui feront toujours, maintenant qu'il y a un blueprint, ils lui feront toujours sentir la différence physique. 124 kilos le Fury. Et le soir du combat, il était peut-être encore plus. 124 kilos. Joshua, si jamais il s'affrontait, Joshua, il serait pas sec. Hein. Joshua, il serait massif. Hein. Ça serait, je pense, le Joshua contre Vladimir Klitschko. Hein. Mais ce qui est logique de la part de Joshua. Donc, Wilder, franchement, il a besoin d'un... Et c'est pour ça que j'aimerais tant qu'il se rapproche de Joe Gossen. C'est un souhait. Hein. C'est un souhait de ma part. C'est parce qu'il a besoin d'un philosophe. Hein. Il a besoin d'un philosophe entraîneur.
Et un des rares mecs à comprendre tout ça, je pense, c'est Joe Gossen. Donc je lui souhaite, parce que Wilder, en termes physiques, il pourra pas apporter autre chose, il pourra pas nous surprendre en étant un blocos. Donc c'est sur le plan technique. Et c'est Wilder sur le plan technique. C'est un putain de problème, tu vois. Et donc, on est sur. Moi, je me sens mal pour lui parce que je crois qu'il est dans une équation mais véritablement impossible. Complètement. Ça va être assez compliqué sur lui. En plus, revanche immédiate où là, il va jouer vraisemblablement toute sa carrière sur un combat à 35 piges. Là, t'as raison, parce que là, si c'est perdu, c'est fini. Hein. C'est Là, ça. c'est fini. Il repart dans une une fin de carrière avec des B-fighters ou des C-fighters pour se faire pas encore quelque chose. C'est fini. Ou Wilder Joshua oublie à tout jamais. Jamais. Et c'est pour ça que, alors je sais pas si c'est l'ego qui a parlé, mais un ou deux combats de reprise pour s'ajuster, ça aurait été pas. Exactement. Pas mauvais, hein, mais je crois que là, l'ego a fortement parlé. Hein. Tout à fait. Ouais. Mais même un peu comme ce qu'a fait Fury, parce que mine de rien, Fury, c'est d'ailleurs c'est même lui qui l'a voulu, parce que c'est vrai qu'on était parti pour une revanche immédiate. Finalement, il a signé dans son coin le contrat avec Top Rank, ça lui a donné 1 an et demi tranquille pour faire ses ajustements, pour ensuite se faire bien évidemment la coupure et puis de se dire bon bah ok les gars, on n'a peut-être pas la bonne stratégie avec Ben et donc là on va peut-être changer. Enfin, pour lui, je pense que ça a été extrêmement bénéfique. Et là, pour le coup, Wilder, encore une fois, qui se retrouve finalement complètement dos au mur avec Fury qui dicte, là encore, à son rythme, les négociations, et là qui se retrouve à 6 mois pour tout changer. Quoi. Enfin, pas tout changer, mais faire des gros ajustements à 35 piges quand même. Quand tu as fait la même chose toute ta carrière et que tu as commencé de surcroît très tard, c'est. Et casser des habitudes profondes. Ouais. Tout pratiquant de boxe à son niveau a connu ça, tu vois. Tu changes d'entraîneur, tu changes de milieu, tu changes de salle, tu changes de tout, et le mec te réajuste. Tu dis non, attends, ton jab, non, ton coude là, non, ça va pas du tout, tu vois, et tout. Et toi, t'as pris en âge, t'as un certain âge, et tout, et tu dis, mais putain, mais je repars. Tu vois, il faut revenir à ça. Et nous, on le vit à notre humble niveau. Et t'imagines Wilder, je pense qu'il faut être quelqu'un déjà pour le dire à Wilder. Et voilà, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais tu sais, encore une fois, c'est le paradoxe éternel de cette catégorie. Il a une frappe de mule. On est chez les heavyweights. Peut-être qu'il faudra quelques ajustements. Et peut-être, moi, à mon humble niveau, je pense que c'est des ajustements aussi, surtout sur ses déplacements. Sur ses déplacements, sur une recherche d'angle. Et il peut faire mal. Hein. Il peut faire mal. Par contre, voilà, si Wilder venait à s'imposer, alors là, il est quasiment mort et enterré de toute façon pour tout le monde, mais s'il venait à s'imposer, ça foutrait quand même un sacré bordel dans cette catégorie heavyweight, parce que là, on repartirait quasiment à zéro. Ouais. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Peu vont parier là-dessus. Hein. Oui, on est bien d'accord. Même moi qui aime Las Vegas et qui aime parier, là, tu vois, j'ose pas. Tu vois, j'ose vraiment pas. Mais ça serait beau. Ça serait beau, mais effectivement, est-ce que là, on serait dans une stagnation ou est-ce que ça laisserait, parce que ça, c'est le coup d'après, est-ce que ça laisserait l'opportunité à toute cette belle génération de prospects, hein, c'est ça aussi, la catégorie heavyweight, pourquoi il y a un renouveau? Oui, à son sommet, les trois là, et tout, et ils font vibrer le truc mieux qu'avant, hein, tu vois, la période Klitschko, genre. Mais tu sais, le haut de la pyramide, mais tu as la base, et la base est bien meilleure qu'on a eu des décennies précédentes. Tu vois, on les connaît tous, hein, on a notre Tony, le Tony national, on a les Dubois, on a la Jagba, on a Ergovic, on a Makhmoudov et tout. Ça frappe à la porte, mais en termes de qualité, c'est vraiment pas mal. Donc, est-ce que ça leur donnerait une occasion de prendre un titre tout de suite, ou est-ce que ça va les bloquer encore plus avec les trois qui vont faire leurs petites affaires là, ensemble là, et tout, et les autres qui pourront pas participer à la petite sauterie. Voilà. Ça, c'est un petit problème. Et avant de parler justement de toute cette nouvelle génération, là, ça y est, qui frappait effectivement à la porte, mon cher monsieur, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Usyk,
qu'il est le challenger obligatoire en WBO. Et c'est là où, monsieur, parfait de parler des super heavyweights, parce que c'est vrai qu'on est dans une génération là qui est passionnante, parce qu'on n'a plus des heavyweights qui sont normaux, entre guillemets. On a des gars où tu te dis, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils popent tous lors des contrôles antidopage, je ne sais pas, avec des mecs qui sont de véritables Golgoth, et tu te dis comment font-ils pour tenir 12 rounds. C'est quasiment inhumain ce qu'ils arrivent à accomplir. Et pour toi, est-ce que on va dire, cette génération et cette tendance des super heavyweights va se poursuivre à l'avenir, ou au contraire, est-ce qu'on est vraiment dans une ère qui surprend tout le monde et qu'ensuite on va revenir à quelque chose d'un peu plus normal, entre guillemets? Large question, et je pense que c'est même la question en ce qui concerne la catégorie REM. Tu as tellement raison. C'est la question de fond. Est-ce qu'on. Parce que on le sent bien, tu as tellement raison. Quand on parle de Tyson Fury, et on dit il est dans la légende des poids lourds. Ouais. Mais de quelle histoire on parle? Moi, je pense qu'on est dans une histoire déconnectée. Parce que, regarde, je vais mettre dans la même phrase Heather Charles, Chris Bird, Tyson Fury. Voilà. Quelque part, c'est pas les mêmes. C'est Tu ça, vois, on exactement. parle des heavyweights, mais tu vois, Mohamed Ali, il boxerait aujourd'hui. Complètement. Ça sera un cruiserweight. C'est ça. Joe Frazier, il boxerait aujourd'hui, ça serait un cruiserweight. Et tant d'autres. Joe Louis, qui à mes yeux reste le plus grand, mais Joe Louis, ça. Et donc, voilà. Et donc, il y a une inégalité qui est presque indépassable, quoi. Quand tu as un mec qui a 100 kilos, quelque part, il est trop léger. C'est ça. Il est trop léger. Et donc, on a j'ai parlé de Chris Bird, justement, petit aparté, après on parle de Usyk, mais si vous êtes intéressé par le cas Usyk, allez voir, faites vos petites recherches sur un gars qui a eu l'occasion d'avoir deux ceintures dans une période un peu sombre de l'histoire des heavyweight dans les années 2000, qui s'appelle Chris Bird. Et Chris Bird est un boxeur exceptionnel, aux skills exceptionnels, une sorte de Pernell Whitaker, tu sais. Vraiment, je vous conseille, quand vous êtes dans des recherches techniques. Et ce gars-là, il est médaillé aux Jeux Olympiques, médaillé d'argent, c'est pas rien, médaillé d'argent en poids moyen. Il commence sa carrière, mais sa carrière, il n'y a rien qui décolle, tout le monde s'en fout de lui, tu vois. Et donc il fait, bon, ok, le seul truc pour que je fasse un peu de bruit, le mec monte en lourd. Donc, ça a été toujours un faux lourd. Il a toute sa carrière, c'est un faux lourd. Tu sais, il était obligé il l'explique, de bouffer, etc. Et tout ça. Et il l'a fait, en fait, avec cette perspective-là, tu comprends bien qu'il a fait il met vraiment sa vie en jeu et il fait des combats extraordinaires en n'ayant aucun punch. Il ne peut pas avoir de punch, tu sais, aucun punch. Et à la technique, et a réussi à s'en sortir contre Andrew Golota, contre Vitali, contre j'ai oublié McClelland, non, bon, j'ai oublié le nom, vous retrouverez. Et ce gars-là, aujourd'hui, il dit ce que ça a coûté d'être en poids lourd. Il s'est fait changer ses hanches, ses deux hanches changées. Il a eu 3 opérations aux côtes, à sa colonne vertébrale. Le mec a un corps complètement meurtri. C'est ça le prix à payer d'être chez les lourds et chez les super lourds. Et lui, il a vraiment payé le prix. Donc, on en revient à la phrase de Vladimir Klitschko qui a dit un jour chaque cruiserweight devrait réfléchir à 2 fois avant de monter en heavyweight. Il avait dit ça à David Haye, mais je pense qu'il avait dit quelque chose de très vrai. Et donc, on arrive à Usyk. Usyk qui plie le game comme il faut chez les cruiserweight, légende des cruiserweight, rien à dire, magnifique, avec une boxe incroyable. Voilà, c'est le père Lomachenko qui l'a fondé à l'image de son fils. Hein. Donc, tu as un Lomachenko cruiserweight, c'est quand même incroyable à penser. Le mec n'a plus de défi, il monte chez les heavyweight, mais là, encore une fois, aussi bon soit-il, aussi supérieur techniquement soit-il, et il y a encore à devoir affronter cette injustice d'un physique de faire face à un physique trop lourd. Ouais. Trop lourd.
Parce que le mec, et on l'a vu sur son premier combat, je pense qu'Usyk est meurtri par des blessures ils le disent pas, mais je pense que le mec est bien meurtri par des blessures. Et son combat chez les lourds contre un journeyman, valeureux mais complètement limité, Ouais. ça n'a pas été flamboyant. Mm. Ça a pas été flamboyant. Il arrête le mec quand même, parce que bon, c'est et tout, mais ça n'a pas été flamboyant. Il faudra beaucoup, beaucoup plus contre, par exemple, un Tyson Fury. Complètement. Même bah, déjà contre Chisora. Déjà contre Et Chisora. voilà, on en arrive. Et c'est très intéressant qu'ils fassent ça, mine de rien. Parce que ça veut dire clairement, ils sont en mode on peut plus se permettre de perdre du temps. Et c'est cette année ou rien pour savoir si finalement. Enfin, clairement, bah, de toute façon, comme l'avantage, c'est là aussi où moi je trouve que c'est très bien cette catégorie heavyweight. C'est comme t'as Eddie Hearn et Matchroom Boxing qui est vraiment balls deep dans le truc. Ça permet de faciliter un petit peu les combats et de pas avoir des gars qui sont éternellement protégés. Et là, on a mine de rien un Usyk qui, pour son deuxième combat dans la catégorie, affronte Chisora. Et ensuite, le plan, c'est quand même de le faire affronter Joshua. Donc, quelque part, en 3 combats, il va se frotter à la crème de la crème. Et c'est bien parce qu'on va pas avoir des années avant de se dire, bon, est-ce qu'il va faire ça? Ou le regret de, ah bah il a affronté Joshua, mais c'était un Usyk de je sais pas trop quel âge. Et voilà. Bah, déjà, d'une part, Usyk, malgré son nom, ça sera le B-side. Donc, il est obligé d'aller chercher les mecs Ouais. pour s'imposer à Joshua, pour s'imposer aux médias comme l'adversaire de Joshua. Et Joshua, il sera bien content parce que ça fera un méga fight encore. Mais moi, je pense, j'adore Chisora, mais on aura encore des questionnements même après ce combat. Ah bah Parce de que quoi qu'il arrive. Parce que Chisora est à 40 piges. Voilà, d'une part. Et puis, c'est un heavyweight traditionnel. C'est pas le plus grand des heavyweights, c'est pas le plus lourd des heavyweights, même si c'est un beau bébé. Et c'est un boxeur usé, malgré que ça frappe encore de ouf, tout ça. Mais je pense qu'on aura encore nos questionnements par rapport à Usyk parce que dans la perspective d'affronter les super lourds. C'est deux super lourds qui me paraissent imboxables, quoi, tu vois. Et bon, il y aura plus de chance avec Joshua qu'avec Fury, à mon avis. Ouais. Et comment se préparer face à ça? Parce que on peut se dire aussi que ça va être un peu rushé pour Usyk, parce que tu vois, pour moi, c'est un peu ça va être un outsider, mais je pense vraiment que face à ces deux-là, tu auras cette limite physique, malheureusement. Et puis en plus, Usyk, c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu diesel, et je pense qu'être diesel, surtout face à Joshua, même si j'aime beaucoup Usyk, ça va être un peu rédhibitoire pour lui. Ouais. Mais voilà, comment est-ce qu'il peut se préparer à ça? Parce que là, vraisemblablement, il aura Chisora, et ensuite ce sera Joshua. Peut-être, pour le coup, le coronavirus, ça va un petit peu lui rendre service, mais sinon, ça s'annonce assez compliqué. Est-ce qu'il va nous faire une préparation à la David Haye qui était... Tant qu'il se blesse pas le petit orteil comme David Haye, ça sera bien. Mais un mec, toi, Guigui la sueur, il est connecté, le mec. Tu vois, il est connecté mondialement, il connaît tout le monde et tout, il a un carnet d'adresses de ouf. Le Guigui. Un mec, tu devrais questionner, et je pense qu'il aurait des réponses à nous donner, c'est Carlos Takam. C'est Carlos Takam qui a affronté Joshua et qui fait partie de ces poids lourds, ces poids lourds traditionnels, tu vois. Même si encore Carlos Takam, putain, c'est un beau gosse, c'est impressionnant. Mais comment tu te prépares à affronter des mecs qui sont physiquement te posent autant de problèmes? Et c'est pour ça que en fait, ce qu'il faut voir, c'est que toute cette nouvelle génération, on revient au prospect. Tu vois, je fais full circle, Guigui. On revient au prospect. C'est que cette génération de prospects, physiquement, les mecs sont tous des grands gabarits. Et là, ils vont pouvoir répondre. Ils vont avoir un meilleur répondant face à ces deux énergumènes de Fury et Joshua. Tu vois, le Dubois, le Yoka, le Adjagba, le Ergovic vont beaucoup plus. Ça se voit que naturellement vont absorber beaucoup mieux ce défi physique. Et donc, bon, alors pour finir quand même sur notre cher Usyk, est-ce que tu y crois finalement? On finit déjà. Mais non, pour Usyk. On finit déjà. Non, mais moi j'ai une réputation à tenir, hein, tu sais. Si je fais pas 3 heures, les gens pensent que je suis malade. Mais non, nous ne faisons pas de petits vidéos. Alors pour Usyk, alors, la question c'est finalement, est-ce que toi t'y crois un petit peu? Parce qu'on n'a pas tout à fait fini sur Usyk, hein, rassure, tu peux être rassuré là-dessus. Ben,
comme tu le dis, là, j'attends le combat contre Chisora. Ouais. J'attends de voir en poids lourd le Usyk flamboyant qu'on a connu. Ouais. Si je vois ça, alors là, banco, j'y crois. Et coincé quelque part entre les light heavyweight et les heavyweight, cette catégorie cruiserweight qui a jamais finalement réussi à un peu s'extirper de ça. Est-ce qu'un jour, là aussi, on pourra avoir une vraie catégorie cruiserweight où les mecs sont fiers d'y être et se disent j'ai envie d'y rester? Parce que Usyk en soi, il a plié le truc avec les World Boxing Super Series ou World Series of Boxing, je me trompe toujours dans le nom. Voilà, passons. Mais en l'espace de 2 ans, il a nettoyé le truc et ensuite il est parti. Ce qui est un peu dommage. Parce que du coup, tu vois, tu as une catégorie qui aurait pu, à mon sens, tu vois, exister par ce superbe champion. Et les gens se seraient mis à découvrir des noms, à regarder les cruiserweight parce que tu as Usyk et qui aurait pu devenir à l'image de ce que Lomachenko est en train de faire à New York quand il remplit le MSG. Tu te dis, ouais, putain, t'as un mec quand même qui est en train de se faire vraiment un nom dans cette catégorie. Et là, il recommence tout, matchroom boxing, tout ça chez les heavyweight. Pour ma part, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on aurait pu avoir l'occasion d'avoir une belle catégorie cruiserweight. Ou en tout cas avoir un nom et puis avoir la lumière sur cette catégorie-là. Catégorie éternellement sous-évaluée, mal regardée, alors que ça a été une catégorie qui a été assez bénéfique pour les Français, d'ailleurs. Complètement. Jean-Marc Mormec, Fabricioso, tout ça, et d'autres, Anaclet Wamba, tout. Bon, là, je repars en arrière. Mais elle est maudite, cette catégorie. Elle est maudite. Tu vois, elle est maudite. Parce que même si tu performes et que tu es une légende dans cette catégorie, je peux dire que tu vis pas vraiment de ta boxe. Ouais. Voilà, même Evander Holyfield, il a dû monter. Après, ils ont essayé d'aider en montant la limite de poids, parce que tu sais, jusque dans les années 90, la limite de poids était beaucoup plus basse. Ils l'ont monté à 90 kilos pour ça. Moi, je pense que peut-être un truc qui pourrait aider, c'est que symbolique, mais ça pourrait peut-être faire son effet, c'est de changer le nom de cruiserweight et d'appeler cette catégorie les lourds et les super heavyweight. En plus, ça serait un peu plus clair pour le kidam et ça serait un peu plus honnête. Ouais. Parce qu'on n'est plus dans une catégorie lourde depuis longtemps. On est dans une catégorie super lourde. Et je pense qu'on est rentré dans la catégorie super lourde depuis l'ère Klitschko. L'ère Klitschko. Ouais. Vladimir, tu nous auras fait des cadeaux, Vladimir. Tu nous auras fait des cadeaux, Vladimir. Merci beaucoup. Et donc voilà, on espère pour la catégorie cruiserweight, enfin, ça va réussir à se décanter bien. Maintenant, on va parler un petit peu des espoirs quand même chez les lourds, parce que c'est vrai que là, ça y est, ça commence un petit peu à bouger. Et puis, symbole un petit peu de ça, pour moi en tout cas, c'est le combat de Joe Joyce, Daniel Dubois, qu'on devait avoir là aussi, qui a été reporté. Ce combat-là, est-ce que pour toi, ça montre que deux questions, soit Joe Joyce, en fait, c'est pas du tout un espoir, en fait, plus ou moins, les gens ont abandonné sur lui et se disent il faut qu'on fasse ce combat-là, parce que Joe Joyce, il a quand même, je crois, 35 ans, si je ne m'abuse. Ou alors, est-ce que c'est bien le fait qu'il y a 3 mecs qui sont au-dessus, donc Fury, Wilder, Joshua, et il faut que la catégorie avance, et il faut que tu aies un espèce de vivier qui se développe vraiment, et que tu aies un espèce d'espoir qui arrive à exister là-dedans? Encore une fois, est-ce que la catégorie est complètement bloquée pour encore longtemps, ou est-ce qu'elle est ouverte? Voilà. Et les mecs, ils ont besoin de continuer leur carrière et de l'augmenter, de la faire fructifier, d'avancer, quoi. Et si les 3 sont inatteignables, que ça soit sportivement ou en termes de business, on ne peut pas signer les contrats avec eux. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait, quelque part, sans le dire, tu crées une sorte de tournoi entre prospects. C'est intéressant. Alors, et c'est assez dangereux parce que, tu vois, généralement, les promoteurs ne montent pas des prospects pour tout de suite les affronter à d'autres dangers prospects pour se faire niquer à 1 mètre du championnat du monde, tu vois. Ouais. Mais il est très risqué ce combat. Franchement, moi, j'étais surpris qu'il le fasse quand même. Ouais, ça se fait d'autant plus que c'est les roast beef. Ouais. Tu vois, et qu'il y a toute une histoire boxe qui fait que s'il y avait bien un pays qui peut faire affronter des prospects, c'est eux. Et que ça va cartonner au niveau audience, c'est sûr.
Et puis Joe Joyce, il n'a pas le temps. Comme tu le dis, c'est il a plus le temps. Tu vois, c'est comme Prison Break, j'ai pas le temps. Tu vois. Et, mais écoute, franchement, Daniel Dubois, il a la cote, et moi je l'aime bien aussi. Hein. J'aime bien. De toute façon, un power puncher comme ça, on ne peut qu'apprécier. Hein, mais attention, Daniel Dubois, ok, il est bon, mais qu'est-ce qu'il a affronté pour l'instant? Il a affronté des gens des gens qui le font progresser peu à peu, quoi. Voilà, c'est quand même tout en sécurité. Il n'y a pas eu de gros danger. Là, pour moi, c'est un big step up pour Daniel Dubois. C'est un big step up. Ouais. Mais Joe Joyce, qui à mes yeux, je trouvais était en pleine régression depuis longtemps, même si, encore une fois, il fait peser son physique Complètement. sur ses adversaires. Hein. C'est pas anodin que le mec, c'est 2 grandes victoires pour l'instant. C'est ce qu'ont des petits poids lourds qui sont en plus qui sont un peu finis. Steven et Jennings. Bon, Jennings, il a donné un combat à Jennings, voilà. Mais là, combat complètement ouvert, mais je pense qu'on en fait trop avec Dubois, on n'en fait pas assez avec Joe Joyce. Je pense que c'est beaucoup plus proche d'un 50-50 fight qu'on le pense. Est-ce que tu penses que c'est un peu comme ce qu'ils avaient fait quand il y avait eu Joshua contre Dillian White? Ouais, c'est la même méthode. Et quel beau combat Joshua Dillian White. Hein. Quel beau combat. Et je pense que Dillian White, il peut s'en mordre les doigts parce qu'il n'est pas arrivé si préparé que ça. Et il s'est fait atomiser par Joshua qui lui est passé au travers. On a un peu tendance à l'oublier parce que Dillian White, il a aussi la cote chez certains amateurs de la catégorie heavyweight. Faut pas oublier ce combat. Ah ben non mais et dans cette catégorie, voilà, tu as ces espoirs et j'ai l'impression, hein, à mon sens, 3 mecs qui là sont aussi un petit peu en embuscade et je pense que ça va être les gars qui ne croiseront pas spécialement ces espoirs, mais qui vont justement servir de combat d'attente pour tous ces gars-là. Et donc là, dans ces 3 mecs, moi il y a bien sûr Andy Ruiz, Dillian White et Joseph Parker. Parce que c'est les 3 mecs qui là sont de retour, tous plus ou moins, enfin, tous porteurs de ceinture, voilà, même si Dillian White, voilà, c'est la ceinture intérimaire de champion du monde WBC. Et vraisemblablement, c'est le niveau intermédiaire entre les espoirs et les superstars. Et pour toi, est-ce que ces gars-là vont aussi réussir un petit peu à émerger à un moment donné ou au contraire vont toujours rester dans l'ombre? Parce que tu as l'impression qu'ils sont condamnés. Hein. Ouais, surtout Dillian White, il s'est fait bloquer, justement, on parlait de la WBC. Sa chance, elle a été bloquée depuis longtemps. Bon, après, il y a une histoire de dopage aussi. Hein. Il y a une histoire de dopage. Voilà, une histoire de dopage aussi. Après, ce qu'on peut dire, enfin, quand même, moi, je vais dire parce qu'ils sont quasiment tous tombés pour dopage à un moment donné. Donc, à un moment donné, tu vois, quand tu as toute la catégorie qui est tombée, tu vas pas jeter la pierre, à part Joshua et Deontay Wilder. Bon, ouais, mais Joshua, il y a des histoires aussi. Hein. Oui, mais officiellement, voilà, officiellement. On se concentre sur l'officiel, oui, attention. Bon, écoute, celui qui, moi, me paraît le plus sérieux et le plus difficile à prendre, c'est Dillian White, sans hésitation. Andy Ruiz, c'est... Tu crois? Est-ce que tu crois non, j'ai pété un plomb sur Andy Ruiz, il ne faut plus m'en parler. J'ai tellement pété un plomb sur lui en décembre dernier. Moi, j'y crois pas. Andy Ruiz, j'en parlais avec JC de Box Attitude. À l'époque, on faisait le prono du combat. On se disait, non, Andy Ruiz, il va pas nous faire une Buster Douglas. Il va pas nous faire une Buster Douglas. Putain, il nous a fait une Buster Douglas, mais puissance 1000, tu vois. Bon, Buster Douglas, il est jamais revenu. Hein. Il a fait en 95, il a fait des petits combats pour essayer, mais il n'est jamais revenu. Moi, j'attends de voir Andy Ruiz de retour sur un ring. J'attends de voir. Parce que le mec, il fait péter des plombs à tout le monde. Hein. Son entraîneur, qui était un bon entraîneur, j'ai oublié son nom. Robles. Robles, c'est un bon entraîneur. Manny Robles, c'est pas n'importe qui. Il l'a mis en dépression, Manny Robles. Manny Robles est en dépression d'Andy Ruiz. Et même Teddy Atlas, il en veut pas d'Andy Ruiz. Il en veut pas d'Andy Ruiz. Et il a dit dernièrement, Andy Ruiz, il a quand même des sacrés problèmes. Il a dit ça. Il a parlé d'un problème d'addiction à la nourriture. Ouais, mais c'est vrai, c'est un addict, le mec. C'est un addict. Et tu peux pas lui faire confiance. Il va venir, il va pas venir et tout ça. Alors, un pari très ouvert. Quand on retourne à Las Vegas, Guigui,
on parie, retour ou pas d'Andy Ruiz. Moi, je parie sur, bah non. Non, d'accord. Ah, Parce j'y que crois. pourtant, alors, je n'y Ouais, je crois suis pas. mauvaise langue, hein, je suis un peu dur. J'y crois pas non plus. Mais l'avantage qu'il a, je pense qu'il est, un, chez PBC, et deux, ils vont pas spécialement, tu vois, lui faire de cadeaux, dans le sens où là, mine de rien, les espèces de. Enfin, si, les rumeurs qu'il y avait, deux différents médias, c'était quand même un combat contre l'autre de PBC qui est un peu, qui sert de gatekeeper ultime, c'est Luis Ortiz. Et donc, pour le coup, tu vois, le Luis Ortiz, Andy Ruiz, c'est pas du tout un cadeau contre Andy Ruiz, parce que Luis Ortiz, c'est le mec que personne connaît, mais qui est extrêmement dangereux. Et en soi, si tu le bats, bah, c'est énorme, parce que nous, on va reconnaître que tu as fait une performance. Mais sinon, justement, le mec qui a découvert Andy Ruiz lors des combats contre Joshua, il se dira juste, bah, il a perdu contre un mec. Enfin, tu vas juste te dire, il est fini, alors qu'en soi, il faut quand même se le farcir, Luis Ortiz. Donc, mine de rien, ça montre qu'il n'est pas du tout protégé et qu'ils vont pas lui mettre un gars justement random, comme un peu ce que Fury avait fait lors de ses 2 combats d'attente avant Wilder, mais que là, direct, ils le remettent dans le cambouis face à un top 10 mondial. Ah ouais. Mais il n'a jamais été protégé par PBC. Il n'a jamais été. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu son combat contre Joshua. C'est d'ailleurs pour ça. Mais j'y crois. Enfin, je veux dire, c'est un sacerdoce la boxe. Et les sports de combat, ou le MMA, la boxe, c'est un sacerdoce. Tu rentres en religion. Tu vois, tu t'imposes une discipline terrible. Ce mec-là, il a pas l'envie. Le problème, c'est qu'il a eu un cadeau du ciel. C'est qu'il a fait la performance de sa vie. Ouais. Hein. D'ailleurs, c'est un très bon boxeur parce qu'il l'avait mis dans le dur. Je vais pas parler de lui, Parker et tout. Et moi, à mes yeux, il avait gagné contre Parker. Mais Complètement. contre Merci à Joshua, l'arbitrage maison, enfin la décision maison, pardon. ouais, tout à fait, parce que sinon, il aurait eu une ceinture bien avant l'année dernière. Et le problème de ce mec, c'est que ce mec, pour lui, il a gagné le jackpot. Tu sais, un boxeur comme ça ne pouvait même pas rêver d'avoir 13 millions. C'est ça. Comment tu te remotives, tu as la faim, tu remets le couteau entre les dents pour repartir. Alors, avec un mec comme ça, qui a un mental comme ça, Surtout quand tu sais que tu vas reprendre 16 millions lors de la revanche. Ouais. c'est un cadeau empoisonné. Enfin non, je crois qu'il avait eu 1 ou 4 millions pour le premier combat, et Ah il non, a eu 13. 8 millions pour le premier. C'était 8 millions. Parce que justement, en gros, je crois que Miller était à 6 millions, et comme c'était en short notice, il lui avait filé 8 millions. Ah putain. Ah oui, non, Ouais. c'était Et le plus gros salaire pour un adversaire de Joshua. et le deuxième combat, si je crois bien, il a eu 13 millions. C'est Pour 13, ok, je croyais que c'était 16. Mais ouais, enfin Ouais. bref, Enfin, jackpot. bref. Bon, bref, en gros, le gars, il tourne autour de 20 millions. Mais pour lui, tant mieux. Pour sa famille, tant mieux. Hein, bravo. Je suis content pour toi. Mais pour sa carrière, c'est le pire cadeau empoisonné que tu peux lui faire. Ce mec-là, je ne le vois pas revenir avec la fin. Parce qu'il faut vouloir les démonter, les mecs. Parce qu'il faut avoir l'envie de changer ta vie, quoi. Il a plus besoin de ça. Tu vois? Il a plus besoin de vouloir décrocher la tête de Ortiz. Il n'en a plus besoin. Et je crois qu'il n'en a plus l'envie. Ah, mais tu dis ça, mais tous les Joshua, les Tyson Fury, les Deontay Wilder, ah, Ouais. ils touchent ça, mais ils ont cette envie aussi. Et puis en Parce plus, que, notre côté Mexican style quand même, donc dire oui, on pourrait ajouter ça aussi. Alors que là, tu as vraiment l'impression que le gars, il a terminé et qu'il se dit, bah maintenant, ça y est, je vais cash in, alors que le gars a à peine commencé enfin, véritablement commencé, tu vois. parce que comment dire, à certains de ces mecs, on peut leur reprocher plein de choses. Tu sais, moi, je suis vraiment pas fanboy d'aucun finalement, mais il faut leur reconnaître qu'il y en a et ils sont des champions. Ouais. C'est un statut à porter, un statut à garder. Et la mentalité de champion, c'est un autre stade, tu vois. Tu boxes pour changer ta vie, mais quand tu deviens champion et que tu veux le rester, c'est un autre stade mental. Et faut reconnaître qu'un Joshua est plutôt un mec qui respecte ce statut de champion. Wilder l'a fait aussi. Voilà. Après, on a d'autres griefs contre eux, mais Andy Ruiz, moi je l'ai toujours dit, il a raté le train de l'histoire. Il a raté le train de l'histoire. Ouais. Voilà, ne pas comprendre que c'est la grande histoire de la boxe qui se joue, que tu peux cueillir. Ouais. Pour moi, voilà. Et surtout qu'en plus, c'est peut-être ça
le plus décevant avec Andy Ruiz, c'est qu'il y avait déjà eu des précédents. Donc, c'est pas comme si, tu vois, c'était le premier à avoir fait quelque chose et qu'on disait, bon, bah, ok, voilà. Là, il avait tout, il avait les exemples, les machins, tout le monde qui disait, bah, le mec a toujours pas commencé à s'entraîner, des indicateurs qui disaient, bon, bah, ok, là, ça commence à devenir inquiétant. Mais non, mais non. Bon, après, d'un autre côté, on a quand même l'impression, enfin, pour le coup, par rapport à Deontay Wilder, on voit enfin, je pense qu'il a eu il a pris conscience quasiment juste après le combat qu'il avait fait une énorme connerie lors des 6 mois qu'on séparait le premier combat du deuxième. Ouais, mais il lui a fallu ça pour qu'il s'en rende compte, tu vois. Mais non, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et le mec fait halluciner Teddy Atlas. Hein. Le mec fait halluciner Teddy Atlas. Il est où J'ai un des livres de Teddy Atlas, là, je sais pas si tu le vois. Ouais. Dans ce livre, il explique sa relation avec Michael Moore, qui lui faisait péter des boulards. Mais je crois, Andy Ruiz, c'est Michael Moore puissance 20 000, tu vois. 20 000. Ouais. Ah oui, non, Ouais. mais de toute façon, parce que Teddy Atlas donc, s'est proposé hein, pour être coach d'Andy Ruiz, je pense que de toute façon, s'il le prend, tu dois avoir un accord où les mecs vont dire bah, soit tu vas à fond, soit tu vas pas du tout. Hein, parce que de toute façon. D'ailleurs, est-ce qu'on a des nouvelles même d'un prochain coach pour Andy Ruiz ou pas du tout? J'ai rien vu, moi, en tout cas. J'ai juste vu quand même quelques tweets d'Andy Ruiz en train de faire des abdos sur Twitter en mode ça y est, regardez les gars, je suis là. Et sur Twitter, il est très très drôle en ce moment. Il est très 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 drôle. Je crois, attends, je sais plus. Enfin bref, il conseillait pour justement en cette période de coronavirus, il conseillait à tout le monde de rester chez soi. Et il avait fait un tweet pour dire justement, vous avez du mal à respecter les règles de confinement, rasez-vous les sourcils. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Donc il est quand même très drôle. Il est quand même très drôle, Andy Ruiz. Au-delà d'Andy Ruiz, donc là, nous avons tous ses espoirs et nous avons bien évidemment notre cher Tony Yoka. Notre cher Tony Yoka, qui ne va pas combattre, enfin qui n'a pas combattu, pas boxé le 14 mars dernier, sauvé, à la base il n'a pas eu d'adversaire finalement, ensuite l'événement est tout simplement passé à la trappe à cause du coronavirus, donc c'est un mal pour un bien finalement. Mais voilà, cette catégorie là est tarde à avancer, alors que justement Joe Joyce, qui est bien sûr, enfin il va pas traîner ça toute sa carrière, mais voilà, on va dire, Joyce c'est le mec qu'il a quand même battu en finale des Jeux Olympiques en 2016. Il allait affronter Daniel Dubois, qui lui aussi est un autre, on va dire, rival à distance pour l'instant. Et alors que Tony Yoka rêve d'une revanche face à Joe Joyce chez les pros pour vraiment marquer le début de sa carrière, on a l'impression que là, ça y est, les autres sont toujours en train d'avancer et que lui a malheureusement ce train de retard. Et pourtant moi j'étais assez confiant, j'étais content, je me disais c'est cool, va y avoir ce combat, ses débuts aux États-Unis, plus cette pression d'être en main card face à des mecs qui sont là finalement pour le faire briller, il va être un petit peu mis en danger. Mais ça tarde et c'est dommage. Bon, alors, on va parler du Catoni et c'est toujours compliqué. Alors, si vous ne connaissez pas, il y a une super émission sur YouTube qui s'appelle Libre Antenne Box et qui était titrée le tribunal du fight, où j'explique, je donne mon point de vue sur cette fameuse polémique du combat du 14 mars à New York. Voilà. Où, pour ceux qui penseraient que je suis mauvaise langue avec Tony, je suis plutôt avocat de Tony sur ce coup à mort. Bref, voilà, je ne vais pas me réexpliquer parce que c'est un peu touchy. C'est un peu touchy. Parce que pour moi, enfin bref. Tony Yoka, il est dans cette catégorie des lourds en étant prospect, etc. Et il faut bien comprendre, et ça je le dis de chaque débrief de ses combats, il est dans une course. Il est dans une course et ils sont dans une course les uns les autres. Tu vois, une course à distance, tu vois, de façon parallèle. Voilà. Et quand tu es un prospect anglais, ta carrière est beaucoup mieux gérée que quand tu es un talent brut français dirigé par des mecs qui comprennent rien au game. Voilà. Et donc, et de toute façon, il peut pas le dire, mais tu le sens bien qu'il a envie de le dire. Tu le sens bien qu'il en a gros sur la patate. Hein, son tweet, hein, c'est ça, quand il a annoncé, quand il a annoncé que le combat n'allait pas se faire, il en avait gros sur la patate. Ouais. Ça se sent. Et en même temps, pour lui, ça faisait quand même coup sur coup 2 combats qui étaient annulés. Ouais, bien sûr. Mais après, voilà, lui aussi, de son côté, il a fait peut-être des erreurs et tout ça qui ont fait qu'il a retardé. Voilà. Mais après, sur ce qui est le plan business, tout ça, moi, ce que je vous dis,
enfin là, le discours qui est passé dans certains médias à dire ah bah vous voyez Top Rank, ils savent pas ils savent pas le travail, ils n'ont même pas trouvé un adversaire. Non mais sérieux, mais qui va croire ça? Non, tu parles de Top Rank. Tony Yoka, il va vers Top Rank, pourquoi? Parce que c'est la meilleure société de promotion depuis 60 ans. Non, mais les mecs, et Bob Arum et son équipe sont des experts pour faire éclore des prospects et pour leur donner un statut de star et de star mondiale. Si on connaît Miguel Cotto aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est Top Rank, tu vois. Et la liste peut continuer. Lomachenko, il est avec qui? Lomachenko, c'est Top Rank. Voilà, Tony Yoka, voilà. Et Top Rank, ils ont une méthode. Ils ont une méthode, et je pense que Tony, il était tout à fait en accord avec cette méthode. Cette méthode, c'est quoi? C'est, oui, faire des mismatchs au départ, mais de façon rapprochée pour se faire connaître du public américain. Parce que quoi, dans cette fameuse course, c'est une course médiatique. Tony Yoka, il n'existe pas pour le public américain. Et chez les poids lourds, plus que dans les autres catégories, si tu veux exister, si tu veux avoir ta chance, il faut que tu sois connu du public américain. Tu vois? Et là, ils étaient dans un projet de on le fait connaître. On le fait connaître. Et apparemment, ça arrive en contradiction, ça arrive frontalement, ça ne va pas avec, je pense, des gens de l'autre côté de l'Atlantique. Tu vois? Et je pense qu'il est entre deux feux, il est entre le marteau et l'enclume, le Tony Yoka. Et c'est frustrant pour ses fans, c'est frustrant pour lui, c'est frustrant pour le public français parce que c'est la plus grosse chance française dans la catégorie reine, on va pas se mentir. Et voilà. Putain, vraiment, il faut arrêter le mauvais délire. Maintenant, il y a pire dans la vie. Mais qui reboxe beaucoup, qui se fasse des journeymen 2-3 fois pour se faire connaître, c'est pas grave. Les grands combats arriveront, mais pour que les grands combats arrivent, il faut que la machine médiatique américaine se mette en marche. Est-ce que tu penses qu'ils vont arriver, justement, ces grands combats? Parce que entre eux, on va dire les erreurs, donc on va dire les no-shows, tout ce qu'il y a eu dans les médias, plus là, par exemple, il y a le coronavirus. Enfin, pour l'instant, il y a quand même pas mal de temps perdu et c'est assez dommage, alors que les autres accélèrent, comme tu dis, c'est une course là contre les autres qui semblent prendre de l'avance. Et pour l'instant, il n'est pas non plus. Enfin, ok, il s'est lancé tard chez les professionnels, mais c'est pas non plus perdu dans le sens où il reste quand même assez jeune. Oui, mais il y a aussi une temporalité dans le boxing business pour que les noms obtiennent un statut assez fort et connu de tous. Tu vois, généralement, la temporalité, c'est 4 ans. C'est justement entre deux Jeux Olympiques. Tu vois, tu démarres, tu vois, Lennox Lewis, il a sa demi-finale mondiale en 92. Tu vois, il est médaillé en 88, 92, il obtient d'une façon un peu bizarre, mais il a sa demi-finale mondiale contre Azor Rudock. Tu vois, ça arrive toujours quand il faut. Joshua, en 96, il a une ceinture. C'est ça. Tu vois, il y a toujours cette temporalité. Alors, cette temporalité, elle est déréglée, on va dire, dans le cas de Yoka, pour moult raisons que chacun pensera. Mais écoute, il va se faire dépasser par des mecs qui, je pense, sont moins bons que lui. Tu vois, et des mecs qui ont été dans le dur et des mecs qui ont, tu vois, un Ajagba et je pense intrinsèquement légèrement moins bon que Tony. Légèrement moins bon. Attends, c'est pas mal, mais c'est légèrement moins bon. Mais le mec va le dépasser. Pourquoi? Parce que ça boxe régulièrement. C'est ça. Parce que c'est aux États-Unis. Les Nigérians à Jagba. Exactement. Mais il est sur toutes les undercards que vous voulez. Voilà, il est sur les undercards. Et il boxe, tu vois, il boxe assez régulièrement aussi dans les soirées PBC. Tu vois, là, je crois qu'entre ces deux derniers combats, il n'y a qu'un mois d'écart. Un mois d'écart, ou 2 mois. Aussi, il a le bénéfice d'être un peu moins attendu aussi. Ouais, et c'est parfait justement. Mais sauf que pour les fans hardcore, où qu'ils soient, tu parles prospect, dis, sors-moi une liste de prospects. À Jagba, il arrive tout de suite. Ouais. Voilà. Eh oui.
Eh oui, dur pour notre cher Tony Yoka. Mais bon, alors, est-ce que ça va être tendu, ou est-ce qu'au contraire, là aussi, c'est un espèce de cadeau empoisonné pour lui de se retrouver dans une situation où il va être obligé là d'aller chercher justement ses performances, où il n'y a plus de temps à perdre parce qu'il va se faire doubler par un peu tout le monde, quitte à prendre des risques. Là, il va falloir qu'il se retrouve dans des solutions où peut-être que, voilà, maintenant les combats, va falloir aller chercher. Ah ouais, Au risque de passer à côté de quelque chose. c'est très vrai ce que tu dis. Alors, tu vois, la frustration est tellement longue et tellement grande que tu en arriverais à dire, allez, on prend un gros risque. Ouais. Eh ben, je trouve que ça sera à son désavantage. Je trouve que ça sera à son désavantage. Bon, j'aimerais pas être le mec qui va être en face de lui pour son futur combat parce que le mec, il va lâcher la frustration, ça va faire mal. À mon avis, putain, ça va faire mal. Mais je pense qu'il. Enfin, franchement, en toute honnêteté, quand t'as des mecs du calibre de Top Rank qui veulent s'occuper de toi, et tu vois, un truc qui est un peu bizarre, c'est que l'annonce officielle n'a jamais été faite. Tu vois, tout le monde sait que voilà, il serait avec Top Rank, il était prévu pour une soirée de Top Rank, mais Top Rank, eux-mêmes, sur les réseaux sociaux, de façon officielle, dès qu'ils ont une signature, ils le disent, c'est officiel, tu vois. Quand ils ont signé Carlos Takam, ça a été officiellement dit. Là, tu vois, ça toujours. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui cloche en termes promotionnels, mais profondément entre deux entités qui ne se comprennent pas. Mais entre nous, chers amis, euh, à qui tu vas faire confiance? À des gens qui ont prouvé leur talent industriel depuis 60 ans ou pas? Moi, je sais pas. Moi, je dirais, vas-y, le projet Top Rank, vas-y à fond. Voilà. Non, complètement. Après, c'est mon avis, c'est mon avis. Après, non, c'est après peut-être aussi, complètement différent. Yoka, il est français, c'est quand même important, tu vois, d'avoir le soutien. Ok, tu vois, on peut dire ce qu'on veut avec Canal et même ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est vrai que quand tu es boxeur français, c'est toujours mieux, moi je trouve, hein, à mon sens, tu vois, d'avoir un pays qui est entre guillemets derrière toi, plutôt qu'un Nourdine Oubali qui fait une carrière, mais qui est absolument génialissime, mais où personne n'est au courant de ses accomplissements. Et c'est d'une tristesse, tu vois, parce que, ok, on est au courant, mais ce qu'il fait normalement, Nourdine Oubali, enfin, ce qu'il a fait en 2019, tous les médias il aurait dû être élu sportif de l'année, tu vois. Mais c'est ça, tu le mets Oui. sportif de l'année, Oui. il fait la une de tous les médias, il fait la tournée de tous les plateaux, parce que bah, jamais personne n'a fait ça en France. Sauf que bah, les gens sont pas au courant de ce qu'il fait. Et là, le combat qu'il allait faire contre Donner, c'est un truc, c'est pareil. Ça confirme ce truc. Tu te dis, il a fait une année 2019 dinguissime. 2020, là, il était parti pour nous refaire un truc, mais juste au moment où tu dis, bah, tu vas peut-être faire une pause, tu vois, tu vas peut-être justement profiter de ton statut et de ta très grosse année 2019 pour prendre un mec comme ça. Bah non. Le gars, là, il allait s'attaquer à une énorme légende. Et pareil, t'avais pas une couverture qui était assez dingue là-dessus. Parce que justement, t'as pas, tu vois, le pays qui est derrière toi, Canal qui justement te pousse avec un espèce de contrat d'exclusivité et où les gens, à chaque fois, on est tous au courant parce que Canal bombarde. Tu viens de le dire, le fameux problème. Tu viens de le lâcher. Ouais, Non, mais attends. non, mais parce que je sais que très bien, pour toi, c'est ça le problème. Mais dans le sens où, pour moi, quand tu es le boxeur d'un pays, c'est hyper important pour toi d'avoir la chaîne qui est derrière. Parce que, genre, par exemple, tu vois, Canelo, c'est pas une chaîne qui est derrière, c'est tout un pays qui est derrière lui. Donc, forcément, le mec, t'arrives à porter ça. Même Klitschko, en soi, on a beau dire ce qu'on veut, bah, t'avais l'Allemagne. Le mec, il faisait tous ses combats en Allemagne, mais c'était le roi du monde en Allemagne. Pour moi, c'est vraiment important que tu es quand même, tu vois, si t'es pas une star, tu vois, si Tony Yoka était une superstar aux States, il n'y aurait pas ce problème-là. Mais c'est très important d'avoir ce côté, le pays qui est derrière toi. T'as peut-être le. Non, je comprends tout à fait ce que tu dis, Guillaume, mais je suis pas du tout d'accord. Parce que Tony, il a le pays. Ouais. Il a le pays. C'est le fer de lance, c'est la locomotive de la boxe en France. Quand tu dis boxe au casu de base, un nom, Tony Yoka, c'est Ouais, sûr, complètement. garanti. Tu parles de Tony Yoka, écoute, à notre humble niveau, on voit la différence. Tu vois, moi, je suis dans le underground de YouTube. Je parle de Tony Yoka, je fais des chiffres qui ne sont pas mon quotidien, qui ne sont pas Ouais. ma moyenne.
Tu vois? Et Oui, parce qu'il y a eu un travail médiatique derrière, et tu vois. pour tout, un exemple, les youtubeurs, pour tous les youtubeurs, tu vas mettre Tony Yoka, tu feras du gros score. Hein, c'est un signe, c'est un signe. Tout, il a, et ce qu'il a fait, sa période olympique et tout ça, il a le public. Voilà. Maintenant, je vais être dur, mais il a le pays, mais c'est pas le pays le plus fort en termes de IQ box. Tu vois, les Français et certains médias. Et donc, Oui, mais tu es d'accord qu'il faut un appareil médiatique oui, derrière mais toi. attends, Voilà. écoute, tu peux rester petit seigneur chez toi et vivre confortablement, ou tu peux revenir en roi chez toi. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Tu vois, tu peux revenir en roi. Tu peux continuer à les faire éternellement, tes combats au Zénith, dans d'autres salles et tout ça. Et ça marchera. Et ça marchera. Comment dire, ton avenir sera toujours sécurisé. Oui, complètement. Ou, ou, et de toute façon, encore une fois, il est dans une catégorie à part, la catégorie américaine par excellence, les heavyweight. Voilà, si tu dois réussir aux États-Unis. Tu vois, Klitschko, il a dû finir par réussir aux États-Unis. Ils ont même forcé. Ils sont forcés. Il aurait pu rester en Allemagne, comme tu disais, toute sa vie, être dans des stades de foot à Stuttgart devant 60 000 personnes pour un combat de merde à chaque fois qu'on a vu. Mais il était obligé aussi d'aller au Madison Square Garden pour essayer. Je pense que comment dire, l'histoire d'amour n'a jamais pris, mais il le remplissait quand même, son Madison Square Garden. Et tu vois, Yoka, il fait une campagne américaine, tu vois, ça réussit pour lui, imaginons il a un titre, mais tu reviens en France, tu reviens avec les médias américains, avec l'intérêt des médias américains, avec un diffuseur américain, avec les médias américains, et voilà. Donc tu peux faire toujours ta carrière en disant ah non mais faut que je pense à mon public, faut que je pense à mon public et tu restes toujours là, ou alors tu fais le grand saut, tu vas te faire connaître là où il faut te faire connaître, tu vas démonter des têtes là où il faut démonter des têtes, et quand tu reviendras avec une ceinture, c'est au Stade de France que tu feras le combat, tu vois. Ah, mais pour moi, ce qui est important, c'est juste de ne pas tourner Yoka complètement. Joshua au Stade de France. Déjà, Mais alors, Yoka bien, Joshua, je pense que ça se fera à Wembley, déjà, si ça se fait. avec des mecs qui ont une vision pour lui, mais Joshua Yoka au Stade de France, c'est réaliste. C'est fou. Ça se fait, pour moi, ça se fait si c'est, honnêtement, si ça se fait, c'est revanche et si, si Yoka a battu Joshua lors du premier combat. Parce que bon, attends, Matchroom Boxing, ils ont. T'es fou, t'es complètement fou. Mais pour moi, on va dire, c'est pas si fou que ça. Il peut pas arrête ça, mais pas pour le premier combat. Attends, pour le premier combat, déjà, ça voudrait dire qu'il peut pas être A-side sur le premier combat. Il peut pas être A-side sur le premier combat. Ah mais tu sais, peut-être il serait B-side, mais ça pourrait se faire au Stade de France. Eddie Hearn adore exporter ses combats. Ouais, mais oui, non, mais l'argent, je pense que les Anglais paieront beaucoup plus que le Mais public. les Anglais viendraient, ils prennent le train, ils viennent, t'inquiète, mais non, ce que je dis, c'est beaucoup plus réaliste qu'on peut croire. Je te sors un truc farfelu, mais quand il réfléchit, avec la bonne carrière américaine, c'est. Je pense qu'ils prendraient pas la risque, ils diraient on fait Wembley. C'est plus simple. Enfin, tu vois, ils ont l'habitude du truc. En plus, c'est pas loin, tu vois. Et puis, je n'ai pris aucune drogue. J'y tiens. Attention. Mais bref, mais tout ça pour dire non. Mais Yoka, tu vois, je ne vois pas non plus. Ça serait mal perçu de par là de par sa carrière pour l'instant. Tu vois, s'il tournait complètement la tête complètement à la France, il va être obligé comme ça de refaire des excursions en France. Parce que Oui, mais bien sûr, tu vois, tu bien peux sûr, pas te dire le gars du jour au lendemain, il part. tu peux faire un système, tu sais, je sais pas, de combat aux États-Unis, un combat en France. Voilà. Bien sûr, c'est sur du long terme, c'est un projet. Ouais, voilà. Mais je veux dire, c'est important d'avoir les médias. Pour moi, c'est très important d'avoir les médias parce que tu regardes même des mecs comme Carlos Takam et comme Duopa. Oui, ah non, oui, Joshua, Yoka, il les a. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir cette espèce d'accord que, par exemple, quand tu regardes Fury, il est avec BT Sports.
Joshua, il est avec Sky Sports. Parce que c'est ce qui nourrit, Et mine de rien, un il petit boxe peu ton où, histoire. Tyson Fury? Il boxe où, Tyson Fury? Ah non, mais non, mais Il boxe où, Tyson Fury? il boxe aux États-Unis, mais depuis. Voilà. Non. Mais Et il a monsieur, même pas envie de revenir en Angleterre, hein, mais avec monsieur, son mais histoire c'est de licence, comme tu dis. voilà, c'est parce qu'il y a Hein. toutes les histoires de sang. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est très important quand même d'avoir cette accroche avec ton pays d'origine. Tu vois, tu peux pas te dire, bon, bah, du jour au lendemain, j'abandonne tout le truc, et Il puis la ça y est, perdra c'est pas. terminé. Je pense pas, il la perdra pas. Au contraire, moi, enfin, je sais pas, moi, en tant que Français, moi, c'est une grande fierté de voir un boxeur français dans une soirée américaine, dans le décorum qui nous fait rêver, de le voir là. On se lève la nuit pour le voir, mais c'est un kiff de fou, c'est un kiff de malade. Mais je veux dire, mais toute la jeune génération qui le suit, parce qu'il est suivi par une jeune génération, c'est un kiff de fou, quoi. C'est un kiff de fou. Il y a que deux, trois gars qui sont gênés que ça se fasse. Mmh. Ah non, complètement. Mais pour moi, c'est vraiment important qu'il se suive parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, au bout d'un moment, enfin, ne serait-ce que pour les gros titres et tout ça, tu es obligé d'aller aux États-Unis. Mais c'est important d'avoir les gros médias avec toi. Qu'on les aime ou non, mon cher Captain, mais Ah d'avoir bah non, RMC et d'avoir Canal+, c'est hyper important. mais ça, il les a. Le problème de Tony Yoka, c'est qu'il est ESPN avec lui. Et pour avoir ESPN, il faut charmer ESPN. Il faut faire des combats avec eux, il faut qu'ils soient emballés. C'est ça le truc. Parce que tu ne peux pas faire un championnat du monde des poids lourds en jeu, un vrai titre, enfin un vrai championnat du monde important, sans un média américain. C'est bien beau d'avoir les médias français, mais les médias français ne peuvent pas monter un championnat du monde poids lourd à eux seuls. Ouais, Donc, mais toi, tu es oh, toujours dans cette idée de A-side. Pour moi, vraiment, pour moi, je pense que Yoka, quand il aura son titre, enfin, il sera vraiment l'outsider. Ce sera un gars comme, il sera évidemment avec toutes les qualités que l'on connaît, mais ce sera quelqu'un qui sera choisi comme ce qu'a fait aujourd'hui Pulev ou Jarrell Miller avant. Dans le mais sens où Pulev, tu regardes, tu dis, heureusement, ça. Pulev, je suis d'accord avec toi, merci Top Rank, merci Bob Arum. Mais Pulev, sur les réseaux sociaux, c'est personne entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais c'est un contour, c'est faire un contour. C'est pour avoir ce grand combat en France, il faut en passer par là. Tu comprends? Tu comprends parce Ah, que. mais oui, ah, mais pardon, on parle pas du tout de la même chose. Toi, tu parles du combat en France. Moi, je parle juste de l'opportunité de titre. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, pour moi, enfin, j'ai pas abandonné le truc, mais pour moi, faire des gros combats en France, c'est extrêmement compliqué. Pour moi, c'est quasiment impossible, tu vois. Sauf si tu as une énorme volonté de la part de Tony Oka quand il a la ceinture et il dit, bon, bah maintenant, c'est soit en France ou soit c'est nulle part. Mais à part ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai quasiment abandonné le truc et je me dis, dans tous les cas, il sera aux États-Unis et c'est pour ça que c'est important d'avoir les médias français. Mais moi, j'ai quasiment tiré un trait sur des très gros combats en France. Tu Ah, ah ouais, ouais, mais comment dire, lui, en atteignant son objectif, vois. Ouais, nous amènera les grands combats en France. Mais ouais. pour qu'il nous amène les grands combats en France, il y a tout ce chemin à faire, ce chemin américain, ce chemin, voilà. Et voilà. Et tu penses que ce serait possible, ça? Ouais, je D'ailleurs, ouais. pense. Franchement, je Est-ce que pense. des grands combats en France, parce que bah, là aussi, est-ce que des grands combats en France seraient possibles, mais en étant dans une catégorie heavyweight aussi excitante? Parce que pour moi, s'il y a des grands combats en France, c'est pas la mort du pay-per-view grosso modo, mais ça va être très difficile quand même de faire en sorte d'avoir un combat de Tony Oka à 22h si c'est un vrai combat digne de ce nom. Quand je dis digne de ce nom, c'est bah, les combats, tu vois, quand bah, tu t'en attends un ou deux par an et tu les coches dans ton calendrier 6 mois avant. C'est sûr que, comment dire, c'est sûr que quand tu fais des combats mondialement importants, Ouais. c'est sûr que quand tu les fais en Europe, il y a des, comment dire, Bah, il y a des contraintes. il y a des contraintes à faire, il y a des efforts à faire. Comment dire, mais ça, c'est aussi culturel. Et ça, tu vois, au lieu de voir ça, il faudrait aussi comment dire, qu'on fasse notre part pour apporter plus de culture au public et que les conventions pour avoir un combat en Europe, pour un gros combat, bah, c'est vrai que le combat sera tard, par exemple. Les Knox Lewis, Frank Bruno, et il se fait hyper tard. Ricky Hatton contre Costa Tchou, il se fait à 2 heures du matin parce qu'il est diffusé par Showtime.
aussi aux États-Unis. Tu vois. Après, les Alors, British sont des fous furieux aussi. Donc, mais ouais, mais ils ne. quand je dis fous Franchement, furieux, c'est bien évidemment ultra passionné, rien de ouais. négatif, péjoratif à leur égard. Voilà, je me permets Non, de. non, non, mais franchement, moi, je souhaite, c'est mon combat dans la vie, c'est qu'on devienne des fous furieux comme eux. Ouais. Tu vois, qu'on devienne des fous furieux comme eux. On a peur de rien. Qu'est-ce qu'on a on s'en fout. C'est à 2 heures du matin. On s'en fout. Moi, j'y suis. Voilà. En espérant, on espère vraiment que ça pourra se faire. Parce que, ou même ne serait-ce qu'un vrai gros combat en France. L'année dernière, on a quand même eu Cédric Vitu contre Michel Soro. Arrivé certes un peu trop tard, hein, on va pas se Ouais. mentir, hein, malheureusement. Mais ouais. En tout cas, là, c'est un peu triste. Un peu triste parce que tu l'avais très justement dit dans ta dernière vidéo YouTube, que je vous invite à tous regarder d'ailleurs, où tu disais, bah, cette année, avec le coronavirus, 2020, c'est mort, de toute façon. Ouais. C'est mort. Il faut souhaiter. Bah, déjà, la boxe, on va revenir sur terre. La boxe n'est pas très importante en ce moment. Hein. Complètement. Voilà, on n'est pas très importante en ce moment. Et puis, faut déjà souhaiter que les choses aillent mieux. Puis après, on verra bien. Mais par rapport aux fanatiques de boxe que nous sommes, quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien parce que je pense qu'on va un peu se purifier l'esprit, un peu à être moins, tu sais, dans la hype du moment, moins, tu sais, moins à cran sur certaines choses. Et puis, je pense on va voir les choses d'une autre façon quand le boxing business reprendra. Mais tu penses que Plus. ça va changer quelque chose ou pas? Enfin, va y avoir des changements un petit peu avec cette longue pause, dans le sens où 2021, ça va reprendre tambour bateau, même, on va dire à partir de l'automne 2020, grosso modo, ou au contraire, qu'on va juste avoir un décalage dans le calendrier. Ben, un décalage, et moi, je mise pas tant que ça sur tu sais, un redémarrage tonitruant. Ok. Je mise plutôt sur un redémarrage assez lent, assez calme, tu sais, parce que il y a économiquement comment le monde va se remettre, tu sais, Mhm. peut-être que tu vois en termes de loisirs, parce que la boxe est aussi une entreprise d'entertainment, hein, Mhm. comment est-ce que les gens vont repartir au spectacle? Est-ce que les gens vont reprendre des billets d'avion pour aller voir des combats, des choses comme ça? Je pense que tous les grands promoteurs vont y aller tranquillement pour avoir des réponses. Ouais. Tu sais, et c'est pour ça que je me dis que les grands combats là qui sont reportés, ils sont reportés de beaucoup plus qu'on ne le dit. On vient d'apprendre cette semaine que Wilder Fury était reporté. Il était prévu pour le 18 juillet, mais il est quand même reporté. Je ne serais pas étonné, peut-être que je me trompe, mais je ne serais pas étonné qu'il soit reporté d'un an, tu vois. Mhm. Voilà. Parce que il faut que l'économie reprenne et tout, et les sommes sont tellement importantes pour les gros combats que les enjeux sont tellement importants, enjeux de casino, enjeux de Ouais. hôtel, enjeux de voyage, enfin, de plein de choses, que je me dis que finalement, c'est les grandes affiches, peut-être qu'on va avoir ça qu'en 2021. Mhm. Peut-être. Peut-être. Ouais. Mais Oh bon. là là. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est dans un sport avec une histoire tellement dense, tellement incroyable, que tu as toujours des découvertes à faire dans le passé. Mhm. Donc en ce moment, ça peut être aussi une belle occasion de repartir dans le passé pour voir des chapitres de boxe qu'on est Et tous de passés à revoir travers. toutes les vidéos, toutes les archives du Capitaine Crochet, parce qu'il y en a des vidéos. Il y en Ah, a. puis ça va durer longtemps. Crois-moi, Exactement. ça dure longtemps. Et une chaîne qui a plus de quoi 5 ans d'histoire, c'est ça, si je ne m'abuse? On va sur la 5e année. Ouais. On va sur la 5e année. Donc vous en avez vraiment là, en cette période de confinement, vous Ouais. n'avez que ça à faire. J'ai presque envie de vous dire ça. Ouais. Dernière question, parce que bon, là, il va être quand même 2 heures du matin, il faut que je dorme, mon cher Capitaine. C'est pour L'heure de finir. Richie Hatton contre que ça suit. Voilà. Attention. Pour finir sur Fury Wilder, il y a quelque chose qui m'avait un peu frappé, moi. C'est, donc il y a eu cette gate, cette fameuse billetterie à 17 millions de dollars qui est devenue la plus lucrative de l'histoire pour un combat chez les lourds, mais un relatif échec en pay-per-view puisque le combat a perdu de l'argent parce qu'il fallait qu'il soit à 1 million en pay-per-view et ils ont fait 880 000, je crois, ouais, 800 000. Comment ça s'explique, sachant que, mine de rien, ils ont quand même lâché le spot lors du Super Bowl. Donc, voilà. Bah, après, bon, ils n'ont pas lâché tant que ça, C'est fou ça. puisque c'est Fox qui Regardais. diffuse.
puisque c'est Fox qui diffuse le ouais, Super Bowl, ouais. donc Fox co-diffuseur, donc ils n'ont pas payé directement, mais c'est complètement fou quand même. Bah, quelque part, ils ont payé parce que le temps d'antenne, Oui, les complètement. 30 secondes, c'est que tu perds quand c'est je Oui. crois, 5 millions de dollars les 30 secondes en France. Exactement. Après, ils ont peut-être décalé, tu vois, en Ouais, scred, ouais. selon le Et début de la tout, mais mi-temps. c'était fou quand on regardait le Super Bowl. Parce que, on est tombé dessus. Oh putain! Tu vois, même moi, tu vois, mais ouais, et franchement, ils ont été de bonne volonté parce qu'en plus, c'était une association de deux networks. Des deux plus gros sportifs. Voilà. Comme à la belle époque où HBO faisait avec Showtime pour très peu de combats. Oui. Là, ESPN et Fox, et puis c'est des mastodontes. Et malgré tout, comme quoi tu vois qu'on a un sport de niche. On a un sport de niche parce que ils ont vraiment sorti les armes automatiques Ah bah médiatiques. c'était d'une violence, oui. On pouvait pas passer à côté de toute façon. Euh, Et, euh, et tu vois qu'on est devenu une niche parce que le million Oscar de la Hoya dans les années 90, Ouais. Ok. les pay-per-view, le maître des pay-per-view, c'était Oscar de la Hoya. Et même pour des combats qui ne sont pas des combats qui resteront dans l'histoire, Ouais, ouais. il a très très souvent tapé le million. Attends, Très très souvent. pour toi, t'expliques ça par un recul de la boxe, tout simplement, ou c'est juste. Ouais. D'accord. Pour moi, c'est tout Un simplement. recul culturel, tu sais, ça D'accord. prend moins de place dans, Ouais, ça prend ok. moins de place dans l'inconscient sportif collectif, tu vois. Les gens au bureau, ils vont pas débattre de boxe comme ils ont pu le faire par le passé. Je te parle du public américain. Ouais. Et donc, il y a ça. Et puis, Tu penses que c'est pas Wilder aussi? Enfin, moi, c'est un peu ça. De mon côté, moi, je me suis dit, c'est plus la confirmation qu'aux États-Unis, Wilder, les gens ne le connaissent pas trop. Parce que, comme tu l'as dit très justement, c'est encore Fury qui a fait toute cette histoire. Enfin, qui a encore fait toute la narration du combat. Et en soi, Fury, aux États-Unis, hein, bien évidemment, c'est pas lui la superstar. Et Wilder, on a vu, enfin, il s'est quand même fait huer pendant l'hymne. Donc, ouais, oui, parce que les roast beef, ils se sont débarqués exactement, en ils masse. étaient là. Ouais. Comme d'hab. Hein. Mais avec là aussi j'étais surpris. Est-ce que tu t'attendais personnellement, moi j'ai été surpris de me dire waouh, Fury a réussi à faire déplacer les Britanniques à Las Vegas. Oh, J'avais jamais senti ça enfin tu vois, j'avais jamais senti une telle ferveur chez lui auparavant. pour Tyson? Pour Pour Tyson Tyson Fury? Fury, oui, complètement. D'accord. Oui, non, sinon, enfin, je veux dire, Conor McGregor, Anthony Joshua, je suis pas surpris. Mais là, D'accord. pour Tyson Fury, Ricky j'étais waouh. Oui, ou Ricky Hatton, complètement. Hatton contre Oui, Mayweather. Parce que complètement. Mayweather, il gagne le combat, mais il a perdu un autre combat, c'est le combat du public. Il était complètement plié par Ricky Hatton. Hein. Il y a la fameuse, c'est légendaire, la pesée Ricky Hatton Mayweather. Allez voir ça. Exactement. Euh, un boxeur qui tient son public dans la main. Ouais. C'est beau à voir d'ailleurs, c'est très beau à voir. Ça te donne des frissons. Euh, mais encore une fois, Wilder a été monté, mais dans un sport et dans un système de niche, tu vois, diffusé par Showtime ou Ouais, c'était ça, ouais, c'était ouais, par Showtime. Et en fait, tu t'aperçois que ils ont créé une star, mais une star de niche. Et ouais. donc, pour que ça pète vraiment, ils sont passés près finalement. Et puis Mhm. aussi, il y a le streaming. Ouais. Et aussi, une chose, mais j'en ai beaucoup parlé dans mes émissions que vous allez tous revoir, bien sûr, mes chers amis. Mais un truc aussi qui fait que, parce que c'est quand même 80 $, hein, c'est que c'est plus cher que le UFC. On en avait déjà parlé quand tu étais Complètement. venu Eh sur ma oui, chaîne pour parler un peu business UFC boxing, tu te souviens. Mais complètement. les cartes des soirées de boxe en pay-per-view sont indignes. Sont indignes. Quand Des tu as 80 $ que tu as dû gagner quand même avec ton dur labeur. Bah ouais, mais écoute, tu veux mettre 90 $ pour une soirée, il n'y a que le main event qui t'excite? Ouais. Non, c'est pas possible. Et après, en plus, tu as des mismatchs, tu vois? Ce n'est pas possible, c'est indigne. La grande époque, pourquoi un Julio César Chavez arrivait à être une star du pay-per-view? C'est qu'il était monté à chaque fois dans des soirées qui s'étaient chargées, qui étaient tellement chargées que tu avais 6 combats que tu voulais voir. Tu vois. Donc, ouais, tu l'as acheté. À l'époque, il n'y avait pas Internet et donc il n'y avait pas le streaming. Ouais. Donc, il y a tout ça. On est un sport de niche, il faut le reconnaître.
On est dans une époque du streaming, et puis ils sont aussi responsables parce qu'ils nous donneraient de la qualité. Eh ben, quand tu as de la qualité, je suis prêt à payer. Voilà. Quand il y a un bon restaurant, ben, je suis prêt à payer l'addition parce que je sais que c'est un artiste qui va me faire à manger. Mais je donne pas de tips au McDo. Tu vois ce que je veux dire? Je sors pas le tips au McDo. Voilà. Oh là là, et bah voilà, bah formidable. Voilà, merci beaucoup, Captain. On l'a fâché malheureusement pour finir. Soit.